Bernard Arnault, le mec le plus riche du monde, le pape du luxe, le roi de tout ce qui brille et qui coûte un bras. Son empire, LVMH, on nous le vend comme une success story à la française, un truc bâti sur du génie pur. Mais bon, quand on arrête de regarder les sacs à main et qu'on commence à soulever le tapis, ce qu'on trouve, c'est pas joli. On va plutôt parler trahison, coup de pute et même espionnage à grande échelle. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière les logos dorés. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, mais ça donne le ton direct. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est sans vaseline. On n'est pas là pour lui tresser des couronnes de laurier, non. On est plutôt là pour enfiler des bottes et aller patauger dans la boue dorée qui a servi de ciment à sa fortune. Et pour commencer ce petit voyage au bout de l'enfer du luxe, on ne va pas dans une boutique chic de l'avenue Montaigne. Non. On va dans un endroit beaucoup moins glamour, une salle d'audience bien dégueulasse du tribunal de Paris, un lieu que le grand Bernard Arnault, l'intouchable, a visité pour la toute première fois de sa vie en novembre 2023. Comme quoi, tout arrive. Alors là, il faut imaginer la scène. C'est du cinéma. Le mec qui pèse des centaines de milliards, le patron des patrons, convoqué à la barre comme un vulgaire témoin. Et sur le banc des accusés, c'est pas des petits joueurs. Il y a 10 de ses anciens hommes de main, dont son ancien chef de la sécurité. Et cerise sur le gâteau, il y a même l'ancien patron de la DGSI, les services secrets français, rien que ça. Le gratin de l'espionnage, accusé d'avoir monté une police privée, une sorte de Stasia du luxe, pour le compte de tonton Bernard. Et c'est là que l'histoire devient complètement folle. On a les espions qui sont jugés, on a le grand patron qui vient témoigner en mode « j'étais pas au courant », mais l'entreprise au nom de laquelle tout ce bordel a été organisé, LVMH, elle est où? Nulle part, pas sur le banc des accusés. Comment c'est possible? Les mecs qui exécutent les ordres sont dans la merde, mais l'entité qui payait pour tout ça, elle est tranquille? Il y a un truc qui cloche, non? Et la réponse, elle tient en 4 lettres magiques, un acronyme de génie, CGIP. C'est le cheat code des multinationales, la carte sortie de prison du Monopoly pour les ultra-riches. Le principe est simple, t'es pris la main dans le sac, t'as fait une connerie monstrueuse, pas de problème. Tu négocies avec le procureur, tu signes un gros chèque et surtout tu ne reconnais jamais ta culpabilité. Et pouf, comme par magie, l'affaire est classée. Pas de procès, pas de condamnation, casier judiciaire vierge. C'est beau la justice des puissants. Et le chèque, il était de combien? 10 millions d'euros. On se dit, ah ouais, 10 millions, ça pique un peu. Mais il faut remettre les choses à leur place. Pour LVMH, en 2021, 10 millions d'euros, ça représente 0,01% de leur chiffre d'affaires. C'est même pas de l'argent de poche, c'est le fond de leur poche. C'est ce qu'ils trouvent entre les coussins du canapé. En gros, ils ont payé une amende équivalente à un pourboire pour faire disparaître un scandale d'État. Bon, la vraie question, c'est comment on en arrive là? Comment on devient tellement gros, tellement puissant qu'on a besoin de ses propres espions, de sa propre police privée? Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière, à la genèse du monstre, l'origin story du prédateur. Voilà le mode d'emploi Arnault, résumé en 3 étapes. C'est d'une efficacité redoutable. Étape 1, en 1984, avec l'aide de Papa État, il met la main sur un groupe industriel en pleine déconfiture. Étape 2, moins d'1 an plus tard, il a tout dépecé, tout revendu, sauf le seul truc qui l'intéressait, la pépite Christian Dior. Au passage, il met 8000 personnes au chômage. Étape 3, en 1988, il utilise Dior comme un cheval de Troie pour s'emparer de LVMH, en montant les familles héritières les unes contre les autres dans une guerre fratricide. C'est du Machiavel en costume 3 pièces. Et attention, sur ce premier coup, le mythe du génie qui part de rien en prend un sacré coup. Pour acheter Boussac, la famille Arnault a mis 400 millions de francs sur la table. C'est déjà une somme. Sauf que l'État français, c'est-à-dire nous, les contribuables, on a mis 633 millions de francs d'aide directe, plus des prêts. En clair, sa rampe de lancement, son premier gros coup, a été financé en majorité par de l'argent public. Notre argent. Faut s'en souvenir. Et là, c'est le clou du spectacle. Le grand écart facial. D'un côté, il y a la promesse. Le baratin servi aux politiques pour qu'ils lâchent le pognon. Non, mais je vous jure, je ne suis pas un liquidateur, je vais sauver l'emploi. Et de l'autre, la réalité, brutale. Un carnage social, des usines fermées, 8000 familles sur le carreau. C'est là qu'il gagne son premier surnom, beaucoup moins flatteur, le Terminateur. Cette petite phrase, elle est signée Henri Racamier, le patriarche de Louis Vuitton. C'est le vieux monsieur qui a fait l'erreur de faire entrer le loup dans la bergerie LVMH avant de se faire bouffer et virer de sa propre maison. Le jeune homme bien sous tous les rapports que la presse de l'époque surnommait le Tintin des affaires venait de montrer son vrai visage, celui d'un putain de requin-marteau. Et après s'être fait les dents sur ses premiers partenaires, il va s'attaquer à un morceau beaucoup plus gros, son chef-d'œuvre de l'entourloupe.
sa tentative de s'offrir le scalp de son plus grand rival, la seule maison qui lui résistait encore, Hermès. On est en 2010. Du jour au lendemain, LVMH annonce détenir une part énorme du capital d'Hermès. C'est la panique. Chez Arnaud, on joue les faux culs. « Ah, mais c'est juste une participation amicale, on les aime bien, on veut les aider. » Côté Hermès, l'ambiance est un peu différente. On parle carrément d'une attaque par derrière, d'un viol, deux visions des choses, on va dire. Mais comment il a fait son coup? En secret, grâce à un tour de passe-passe financier ultra pervers qu'on appelle les equity swaps. En gros, pour faire simple, c'est une technique de dissimulation. Tu passes par des sociétés écrans dans des paradis fiscaux, tu demandes à des banques complices d'acheter des actions pour toi, mais sans que ton nom n'apparaisse jamais. Tu avances masqué comme un ninja de la finance et quand tu as accumulé assez de munitions, bam, tu sors du bois et tu révèles que tu as pris le contrôle. C'est sournois, c'est vicieux et à l'époque, c'était à la limite de la légalité. Et avec cette méthode dessus, il a réussi à monter jusqu'à 23% du capital d'Hermès. 23%. C'était le point culminant de l'assaut. La famille Hermès a senti le vent du boulet passer très, très près. Ils ont dû se barricader, créer une forteresse juridique pour se protéger, et le gendarme de la bourse a fini par se réveiller et siffler la fin de la partie. Et là, le coup de génie final. La justice force Arnaud à revendre ses actions Hermès. Il a perdu la bataille. Mais attention, au lieu de les vendre sur le marché, LVMH va les distribuer à ses propres actionnaires. Et qui est le principal actionnaire de LVMH? C'est la famille Arnaud. Résultat des courses, il a perdu la guerre pour Hermès, mais personnellement, il a empoché une plus-value de plusieurs milliards d'euros. Même quand il perd, le mec gagne un pognon de dingue. C'est ça le talent. Sauf que cette histoire de pognon a aussi une face beaucoup plus sombre, un épilogue tragique qui n'est toujours pas éclairci. Des années plus tard, un des héritiers Hermès, un certain Nicolas Puech, porte plainte en affirmant que sa fortune personnelle, 13 milliards d'euros, s'est volatilisée. Il accuse son gestionnaire de fortune, un homme nommé Éric Frémont. Et l'affaire prend une tournure dramatique, Frémont est mis en examen et 2 semaines plus tard, on le retrouve mort. Suicide. Voilà où peuvent mener ces gardes milliardaires. Bon, après avoir vu comment l'Empire se bat contre ses ennemis extérieurs, on va jeter un œil à l'intérieur de la machine, le pognon, la culture d'entreprise, les secrets de famille. Bienvenue dans les coulisses pas très reluisantes de LVMH. C'est la grande question. Arnaud adore se la péter en disant que LVMH est le plus gros contribuable de France, qui paie des milliards d'impôts sur les sociétés. Et c'est vrai. Mais ça, c'est l'entreprise. Lui, Bernard Arnault, la personne physique, il raque combien? Le secret, c'est un truc magnifique qui s'appelle l'optimisation fiscale. C'est tout à fait légal, mais c'est moralement discutable. Au lieu de se verser les milliards de dividendes de LVMH sur son compte personnel, où il se ferait défoncer par les impôts à 30%, il a créé un montage de sociétés holding, une cascade de boîtes qui se possèdent les unes les autres. L'argent circule à l'intérieur de ce système et là, le taux d'imposition magique n'est plus que de 1,25%. 1% quart. Pendant que nous, on est taxé à la source sur le moindre euro. Et une ambiance au quotidien dans la boîte. D'après des témoignages d'anciens cadres, évidemment anonymes parce qu'ils ont la trouille, c'est pas la fête du slip. On parle d'une pression monstrueuse, d'une surveillance constante, d'une culture de la peur où la moindre erreur peut te coûter ta place. Et surtout, une loi du silence absolu. Une omerta. Il ne faut surtout pas que les problèmes internes ne filtrent à l'extérieur pour ne pas abîmer l'image de marque si parfaite. Et pour finir, le feuilleton qui passionne le tout Paris, la succession. Le Game of Thrones version luxe. Les 5 enfants sont tous placés à des postes de direction stratégique. C'est l'équipe de foot la plus chère du monde. Mais le patriarche, à 76 ans, il s'accroche à son trône comme une moule à son rocher. Il vient même de repousser l'âge de la retraite du PDG, c'est-à-dire lui-même. La guerre de succession, les coups de poignard dans le dos en frères et sœurs, ça ne fait que commencer. Au final, on voit les belles vitrines, les sacs à main parfaits, les montres qui brillent. Mais après avoir vu tout ça, la question se pose. C'est quoi le vrai prix de ce luxe? Pas le prix sur l'étiquette, non. Le vrai coût. Le coût social des milliers d'emplois sacrifiés. Le coût humain des vies brisées par des guerres financières. Le coût moral d'un système basé sur l'optimisation fiscale et les coûts tordus. La prochaine fois que l'on passe devant une de leurs boutiques, on pourra peut-être y penser.